Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Nous renouvelons le format de l'épisode thématique en recevant Dimitri Bouenec, chargé d'affaires à l'agence e-commerce de Brest. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le e-commerce. Au programme, comment se lancer dans le e-commerce, Quelles sont les bonnes pratiques pour un site qui marche, comment trouver les bons mots-clés et être bien vu par Google, comment respecter la législation pour avoir un site e-commerce en règle, comment avoir plus de trafic et optimiser ses ventes. Si vous avez un site de vente en ligne ou que vous souhaitez en lancer un, cet épisode vous aidera à coup sûr. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Bonjour Dimitri, merci beaucoup de nous recevoir ici à l'agence e-commerce à Brest pour ce nouvel épisode thématique consacré au e-commerce. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te représenter et présenter l'agence e-commerce s'il te plaît ? Bonjour Yann, bonjour Mathilde, je suis Dimitri Bouenec. Je suis chargé d'affaires au sein de l'agence e-commerce maintenant depuis 3 ans. Je suis passé par une autre agence avant également dans la communication digitale. Et puis l'agence e-commerce, c'est une agence qui est spécialisée dans le e-commerce depuis maintenant plus de 10 ans. On intervient sur toute la France aujourd'hui. On a différents clients sur Paris, Amiens, Aubagne, Toulouse, voilà, un peu partout en France. L'agence e-commerce est dirigée par Fabrice Sourdenier. Actuellement, on a 3 chefs de projet, on a également des apprentis. Et on a adossé du coup à l'équipe technique de l'éditeur de la solution. Ils ont une 30aine de personnes sur lesquelles on accompagne nos clients. Notre objectif, c'est d'accompagner un client de A à Z sur son projet de site e-commerce, de l'aiguiller sur son projet, de lui donner les clés de réussite sur le projet e-commerce, qu'il soit sur mesure, qu'il soit d'une TPE, PME ou grand compte, tout type d'entreprise surtout et tout secteur d'activité. La recette reste la même, c'est être accompagné parce qu'aujourd'hui, un projet e-commerce, ça ne s'improvise pas et c'est la baseline de l'agence. Est-ce que tu peux nous dire ce que propose l'agence e-commerce comme type de service ? Alors les services qu'on propose effectivement, c'est la création de sites e-commerce, qu'elle soit sous forme d'un thème ou sur mesure. L'objectif, c'est toujours par rapport aux besoins du client, l'aiguiller et lui proposer la meilleure solution pour répondre du coup à son envie de démarrer sur la partie du e-commerce. Aujourd'hui, c'est vrai que le e-commerce, c'est un sujet assez vaste. On a différents types d'offres sur le marché. On a choisi une solution, nous, Made in France, qui a été faite et créée à Brest. Et c'est de répondre aussi avec certaines valeurs, parce qu'on est attaché à certaines valeurs sur du Made in France ou un peu plus loin du Made in Brest, qui est pour moi une valeur assez forte également. On accompagne tous nos clients, on les forme aussi à la solution. L'objectif, c'est d'arriver à leur proposer un site clé en main. Est-ce que tu peux nous citer quelques clients accompagnés par l'agence ? Tu nous disais que vous aviez des clients à Toulouse, à Aubagne, dans le nord de la France. Est-ce que tu peux nous citer quelques marques un petit peu connues ? Dernièrement, donc, le dernier site qu'on a mis en ligne, c'est Colère SDMO. Ecomiam également, vous avez pu interviewer Daniel Sauvaget. Exactement. Et on a sur un autre site un peu important, on a PharmaShopee. Et on a aussi d'autres TPE, PME qui sont aussi importantes, comme la Boissellerie à côté de Morlaix. Le Minor aussi qui est dans le Morbihan, donc c'est une bonnetterie qui a bientôt 100 ans. Délices du Quai, c'est des commerçants, ou Soif de Bain qui est aussi commerçant sur Brest. Donc on a différentes typologies de clients, TPE, PME, PMI, en Bretagne et en France. Et différents secteurs d'activité, parce que là, tu nous as cité des groupes électrogènes, de l'habillement, de l'alimentaire. Donc c'est vraiment très large en termes de secteurs accompagnés également. Oui, c'est très large. Ce qui est primordial, c'est, peu importe le secteur d'activité, c'est d'avoir les bonnes clés pour démarrer. L'important, c'est d'être accompagné par une personne, une agence qui est expert dans le domaine. Nous, on a choisi d'être expert dans le e-commerce et on ne fait que ça, rien que ça. Je ne m'occupe pas de la charte graphique ou de la création de la marque du client. On peut proposer de la création de logo, mais ce n'est pas là notre valeur ajoutée. On est vraiment sur le concept des accompagnés de A à Z sur cette partie-là, quitte à, par nos partenaires, que ce soit sur le référencement ou autre, justement de leur donner du coup des contacts pour qu'on puisse travailler tous ensemble sur un même objectif. Toujours dans cet objectif d'accompagnement, tu as créé le club e-commerce en 2019, en partenariat avec la CCI de Brest. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ? On a créé le club e-commerce avec David Dierme, qui est responsable e-commerce chez le comptoir irlandais, Fabrice Guillou, qui est à la société Rochambeau, et Brice Lavirotte, qui s'occupe de la communication et du site e-commerce L'Univers du Peintre. Et bien évidemment, l'agence e-commerce,
sur lesquels on a identifié différents points. Aujourd'hui, il n'y avait pas de club e-commerce, du moins sur le bassin brestois et morlaisien, parce que ce sont 2 clubs aussi dont je fais partie et j'anime régulièrement des réunions. L'objectif de ce club, c'est d'accompagner que ce soit des porteurs de projets ou des entreprises qui sont déjà sur le marché du e-commerce et d'échanger avec les membres sur des thématiques ou des bonnes ou des mauvaises pratiques qu'ils ont pu rencontrer en tant que e-commerce. Donc on a des réunions qui sont toutes les 30-45 jours, c'était le format. Aujourd'hui le club est censé reprendre au mois de septembre à la rentrée. On a été un peu bousculé avec l'effet Covid. Bien sûr. L'objectif c'est ça, c'est de reprendre tranquillement au mois de septembre. Du coup, est-ce que vous recrutez des membres pour septembre ou le club est complet ? Non, on peut sans souci. Je donnerai du coup les coordonnées, adresse mail. On mettra ça dans les notes du podcast. Dimitri, pour que nos auditeurs te connaissent mieux et puis avant de rentrer dans le vif du sujet, on va passer à des petites questions très rapides. Ça va être des petites questions en rafale. Achat sur smartphone ou sur ordinateur ? Smartphone. 100% e-commerce ou magasin physique et e-commerce ? Magasin physique et e-commerce. Sur Internet, achat de produits ou de services ? Produit. CMS propriétaire ou open source ? Je dirais mode SaaS. Carte bleue ou PayPal ? Carte bleue, même si j'utilise PayPal régulièrement. Livraison ou click and collect ? Livraison. Photo produit sur fond blanc ou en action ? Photo produit sur fond blanc. Photo ou vidéo ? Je dirais que les deux se vont, mais vidéo. On va redévelopper un petit peu tout ça dans l'ensemble des questions. Ok. Le secteur du e-commerce a atteint 112 milliards d'euros en 2020 et en hausse de 8,5% sur un an. Quelles sont les tendances du e-commerce en 2021 ? C'est vrai que le secteur du e-commerce aujourd'hui a pris son envol, mais depuis quelques années. On voit le pourcentage ne cesse d'augmenter. Les tendances en 2021 vont continuer de pair. Après, on a remarqué aussi en ce début d'année et en fin d'année 2020 qu'il y a des choses hyper intéressantes qui se développent. La version mobile, elle est hyper intéressante en termes de tendance. En 2018, on était sur, en termes de représentation de chiffre d'affaires sur un site e-commerce, la part de ce marché-là, elle était autour de 28-30%. En 2020 et 2021, on atteint presque les 70%, quoi. C'est qu'aujourd'hui, c'est... Ce qui va de pair avec l'augmentation globale des recherches sur mobile, puisque maintenant, le mobile a largement dépassé le desktop pour la consultation des sites Internet. On est à peu près à 60%, enfin sur les sites Internet global, j'entends, on est à peu près à 60% de consultations sur mobile, contre 50% il y a encore 2 ans. Ouais, ça se confirme aujourd'hui. C'est pour ça que sur un site e-commerce, l'importance aussi va être sur cette tendance d'avoir une bonne version mobile, donc ce M-commerce qui est hyper important. On va avoir aussi tout ce qui est la partie SXO, donc mêler le SEO et le UX. Donc Est-ce que tu peux nous expliquer les termes ? Ouais, donc c'est le Search Engine Optimisation pour SEO, qui est le référencement naturel. Qui est le référencement naturel. Et UX, ça va être plutôt la partie expérience utilisateur qu'on va avoir sur un site e-commerce ou sur la version mobile également. Et justement, par rapport à ça, la personnalisation en termes de tendance, c'est d'accompagner et de personnaliser le parcours du client jusqu'à son achat. Il y a aussi la partie recherche vocale qui tend à se développer. Alors, je ne dis pas que ça a été un flop les 2-3 dernières années, c'est en cours d'évolution, de développement auprès de différentes entreprises, mais ça tend à évoluer, même si les indicateurs ont montré que la recherche vocale tend à évoluer. C'est vrai qu'il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout, quoi. Et après, toute cette partie logistique sur laquelle il va être important de répondre présent, cette stratégie de frais de port et de proposer plusieurs modes de livraison, une méthode de livraison qui est hyper importante en 2021. L'année 2020 était un petit peu particulière, je pense que tout le monde s'en est aperçu avec la crise. Les magasins dits non essentiels ont fermé une bonne partie de l'année. Et pour nombre d'entre eux, le e-commerce ça a été un amortisseur qui leur a permis de maintenir une certaine activité. Il y a encore des entreprises qui sont frileuses sur le fait de se lancer dans le e-commerce. Qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter ? Comment est-ce qu'elles peuvent franchir le cap ? Oui, cette crise du Covid-19 a été un accélérateur, en tout cas sur la partie e-commerce. C'est une évidence. Nous, on le voit, on a eu des projets effectivement qui étaient plus à l'horizon 2021-2022, qui ont été faits sur cette année 2020. Pour les entreprises qui refusent ou qui ne savent pas comment aller sur la partie e-commerce, je peux comprendre parce que ça peut être
soit de manque de moyens, de temps, d'humains, de peur de ne pas connaître l'environnement. C'est sûr, l'objectif, ce que je leur dirais, c'est que c'était plutôt une opportunité de marché, qu'aujourd'hui ils pouvaient augmenter du coup leur chiffre d'affaires pendant des moments un petit peu de vacillement au niveau de leur propre magasin, qui est vrai, bon, pour le coup, s'ils avaient mis en place à l'époque le click and collect, il est vrai que peut-être aujourd'hui, ils auront pu continuer leur activité au lieu de baisser le rideau. Il y a d'autres choses aussi sur des activités, on a des exemples de clients qui ont par exemple dans le secteur de la motoculture ou autre, il est vrai, c'est de la saisonnalité, donc quand on peut vendre sur des périodes, je dirais, en baisse, c'est hyper intéressant, ça permet d'avoir du chiffre d'affaires et de se concentrer du coup sur une deuxième activité qui est pour moi un site e-commerce, c'est bien 2 boutiques distinctes qui permet du coup d'être animé aujourd'hui. Et puis c'est un site aussi qui est ouvert 24/24 et 7 jours sur 7. Il n'y a pas cette problématique d'horaire ou de fermeture par rapport à un magasin physique. Justement, quand on a un magasin physique et un site e-commerce, est-ce qu'on doit considérer les deux comme des entités distinctes ou les concilier? Est-ce que tu as un exemple de client à nous donner? Alors on peut considérer plutôt ces deux boutiques, que ce soit la partie web ou la partie store, comme une seule entité. Ce qu'on va avoir dans l'un et dans l'autre, on va avoir une complémentarité sur la consommation des clients qui va être hyper intéressante. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'à peu près 57% des commerçants sont présents en ligne et hors ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont soit une page réseau sociaux sur Facebook, Insta, etc., un site vitrine, corporate, de présentation, un site catalogue ou un site e-commerce. C'est complémentaire, dans le sens où l'impact qu'on va avoir en ayant du coup une présence en ligne, qu'elle soit e-commerce ou non, déjà ça va augmenter la fréquentation en magasin. Ouais. De ce fait-là, ça va augmenter le chiffre d'affaires en magasin. On peut tabler sur une augmentation entre 10 et 15%, ce n'est pas négligeable. Et puis on va avoir une clientèle qui va être beaucoup mieux informée sur les produits également. Parce qu'on va avoir de la présentation sur les réseaux, sur le site e-commerce. Et dernièrement, on peut aussi élargir du coup sa zone de chalandise. Donc soit ramener des clients qui ont oublié qu'on existait, soit d'aller trouver d'autres clients dans des villes proches ou éloignées, même voire d'autres régions, ce qui peut être vraiment intéressant. Et on va avoir des données qui vont être intéressantes sur ce trafic e-commerce magasin. On a du mal à quantifier notre consommateur en magasin, chose qu'on peut le qualifier du coup sur la partie e-commerce grâce à des analyses sur la partie e-commerce. On a des exemples de clients comme une boulangerie par exemple à Douarnenez, la boulangerie des Plomards. C'est un boulanger qui vend du Queen Amande sur internet. Il s'est fait connaître par des reportages au niveau de la télé, par des concours qu'il a gagnés, parce que il a été quand même champion de France de Queen Amande. C'est pas rien. Génial. C'est hyper important. Et il a pu exporter du coup son savoir-faire. Les gens, quand ils viennent en Bretagne en vacances, sont capables de faire un détour pour venir le voir, Monsieur Lucas, à Douarnenez, dans sa boulangerie. Donc ça lui a donné une crédibilité d'avoir un point de vente, un savoir-faire, et puis de la vente en ligne. Et aujourd'hui, ça se vend très bien un petit peu partout dans le monde, jusqu'à New York, en France, donc c'est hyper intéressant. C'est ce que les commerçants oublient souvent, c'est que là on n'est plus sur une zone de chalandise de 30 km autour de leur magasin, mais on est sur une zone de chalandise France entière, voire Europe ou monde pour certains types de commerce. Exactement. Après on a aussi l'exemple d'Ecomiam, on les a accompagnés sur leur système de click and collect avancé, sur lequel on peut choisir, définir un magasin en fonction du stock qui est présent ou non dans chaque magasin, qui se développe très bien, c'est une belle entreprise. On a eu de la chance de les accompagner. C'est également ça, c'est la possibilité du coup de retirer en magasin, de faire connaître le produit aux consommateurs. Tu nous parlais là justement du click and collect. Est-ce que tu as d'autres astuces pour renvoyer les clients web vers le magasin? Amener du trafic, en tout cas dans le magasin physique, ça passe par du référencement local. C'est des tendances qui sont hyper importantes, c'est 25% des recherches qui incluent des termes locaux dans la recherche Google. Exact. Donc, que ce soit la recherche via de la map, via du coup simplement le moteur de recherche. Bon, comme tu disais à un instant, la partie click and collect qui aujourd'hui s'est développée, et le click and collect fait partie intégrante du système e-commerce. Parce que souvent on paye en ligne, on retire en magasin. On avait une société aujourd'hui qui s'appelle Chaussée Store, qui a plusieurs magasins du côté de Rennes, Vitré. Aujourd'hui, ils ont un catalogue de baskets. Ils ne font pas de paiement en ligne. Enfin, en tout cas à ce jour, c'est en processus.
Mais l'objectif, c'était d'amener du trafic en magasin. Donc c'était de dire aux gens, on a votre basket, on a votre taille, on a la couleur de la basket que vous voulez, venez la retirer du coup sous 3, 4, 5, 6 heures en magasin. Et là, l'objectif après, c'est du magasin, c'est de faire de la vente additionnelle évidemment, enfin on va pas se le cacher. Mais c'était ça, c'est de mettre en place un catalogue en ligne, sans forcément avoir cette partie e-commerce et paiement en ligne, mais de proposer cette solution de click and collect, enfin de réservation de produits pour le coup. Et ça a fait amener du trafic en magasin. Et c'est hyper intéressant effectivement parce que du coup, tu n'as pas de frustration client à gérer qui ne trouve pas la paire qu'ils souhaitent à la bonne pointure. Donc là, on gère des clients satisfaits exclusivement, quoi. Exactement. Et la dernière chose qui peut aussi amener le trafic en magasin, c'est que sur un site e-commerce, on a une base de données qui est exploitable, donc avec des mails, numéro de téléphone si besoin. À partir de là, si on connaît aussi les codes postaux de ses clients, on peut créer des campagnes ciblées avec des entreprises qui le font très bien. Je pense que Jean est capable de le faire. Donc Jean Coinon de l'agence AOC, qui a fait partie du podcast également. Qui est capable de faire ces campagnes d'SMS ou d'emailing ciblées par code postaux par exemple. Et là, on vient cibler vraiment les villes ou la zone de chalandise élargie par rapport au magasin. Donc il y a des solutions qui existent. Le secteur compte aujourd'hui 17 400 sites e-commerce supplémentaires par rapport à 2019. Quels sont les facteurs de réussite pour un site e-commerce pour se démarquer ? On a effectivement plusieurs facteurs de réussite pour un site e-commerce. Le design, déjà, quand on crée le site. Bon, bien évidemment, en amont, on a la solution. Donc le CMS, la solution e-commerce. Aujourd'hui, il y a une pléthore de solutions. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. On utilise, nous, une solution en mode SaaS. Il y a des solutions qui sont open source. Mode SaaS, est-ce que tu peux juste préciser pour les auditeurs qui ne sont pas forcément hyper familiers ? Alors, le mode SaaS, c'est un forfait que vous payez mensuellement avec des mises à jour automatiques. Il n'y a pas de versionning. Le mode SaaS permet d'avoir des mises à jour hebdomadaires ou mensuelles en temps réel. C'est-à-dire que le client final qui utilise cette solution, objectivement, n'a pas à mettre les mains, si je puis dire, dans le moteur. L'objectif, c'est de se concentrer, lui, sur son métier de commerçant. Alors, après, en face, on a du coup des logiciels type open source, où on a besoin d'avoir une agence ou de se former à l'utilisation de ce CMS. Les deux sont intéressants, tout dépend du projet et où on veut aller. Pour réussir du coup dans cette partie de création de site e-commerce, on va avoir différentes choses, que ce soit le design, l'ergonomie, le tunnel d'achat, les éléments de réassurance. Il faut savoir que sur la partie design, un bon design, une bonne réflexion peut apporter automatiquement aux alentours des 20% du chiffre d'affaires. De toute façon, on est là pour tester et apprendre, le test and learn. C'est hyper important. Chaque chose que vous allez pouvoir tester, analyser, faire de l'A/B testing sur toutes vos pages, vont permettre de savoir avec un curseur si vous y allez, si vous y allez pas, si c'est intéressant, si c'est pas intéressant. Bien penser à toutes ces images, ces photos, etc. qui sont intéressantes sur le temps de téléchargement des pages, au niveau du référencement. On peut avoir énormément de choses sur ces facteurs clés. On a l'ergonomie, on parlait d'expérience utilisateur aussi, d'avoir quelque chose de structuré, d'intuitif. Pour l'utilisateur final, c'est aussi important, la version mobile, d'aiguiller aussi justement avec cette expérience par des moteurs de recherche à facettes, donc c'est un système de moteur de recherche entonnoir, on sélectionne et puis ça nous donne différents produits qui correspondent du coup à notre recherche, pour faire simple. Et puis on a le tunnel d'achat ou le CTA, donc le call to action, donc les boutons d'action qu'on peut retrouver sur les sites. Évidemment, il y a des choses à penser et surtout à ne pas faire ou à mettre son bouton panier tout à gauche en haut. Voilà, il y a des structures qui existent, il faut respecter ces structures-là. Et de ce fait, pour démarrer, ça suffit amplement, bien sûr. Il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait échanger, sur les systèmes de paiement, les systèmes de livraison, les commandes en invité. En fait, on pourrait en faire un sujet sur chaque partie d'une réussite d'un site e-commerce. Et puis après, il y a aussi toute cette partie de référencement, le développement qui va jouer un rôle important dans la réussite de votre site. Et être accompagné surtout par une agence ou des experts qui ont une vue d'ensemble sur lesquels ils pourront répondre à vos questions. Et justement, en termes de référencement, quels sont les conseils ou les consignes de Google pour avoir un site e-commerce bien référencé ? C'est comme un site vitrine ou corporate, on y ajoute simplement des fiches produits sur lesquelles on augmente en fait notre nombre de pages, ce qui permet aussi finalement d'être bien référencé. On a cette partie de temps de téléchargement d'un site, donc de sa fiche produit. On parlait d'images tout à l'heure, donc c'est optimiser aussi le poids de vos images sur la fiche produit, de bien mettre en place les balises title et métadescription de chaque page.
La simplification des URL aussi, elle est importante sur la partie fiche produit. Je me concentre vraiment sur cette partie fiche produit parce que ça va être important de référencer son site e-commerce par ce biais-là, parce que les gens vont commencer à chercher un produit avant de chercher une marque. Donc on peut avoir aussi sur ce système-là le maillage interne, le blog, et puis penser aussi à la version mobile sur chaque produit, puisqu'on parlait au début de cette importance-là des recherches sur le smartphone, être en mobile first et recommandé au niveau de Google. Ouais, ça fait partie des algorithmes de Google, et tu parlais tout à l'heure de la vitesse de chargement du site. Ça va être vraiment fondamental dans les prochains mois avec le nouvel algo de Google qui va sortir en juin avec un déploiement jusqu'à août sur les Core Web Vitals qui vont vraiment impacter cette partie-là. Oui, effectivement. Aujourd'hui, on est sur des temps de 2-3 secondes maximum en termes de temps de chargement de page. Sur les images, il faut la balise Alt sur les images qui permettent d'écrire le contenu en intégrant du coup des mots-clés. Très important, effectivement. Et ça, on le sait, les consommateurs, les internautes aussi commencent à chercher par les images depuis plusieurs années. Ça y est, on y est, et c'est ce qu'on fait d'avoir une bonne stratégie de référencement sur cette partie image. Tu nous parlais de mots-clés, et justement, comment est-ce qu'on fait pour trouver les bons mots-clés pour référencer son site e-commerce ? Un bon mot-clé, c'est celui qui doit vous générer du trafic qualifié sur votre site. Mais pour trouver ce bon mot-clé-là, on va pouvoir analyser les mots-clés par rapport à notre produit et à ce qu'on va trouver en termes de nombre de résultats de recherche et le nombre de requêtes. Nous, on procède sur des systèmes comme ça qui nous donnent une moyenne plus ou moins pondérée sur tel ou tel mot-clé est intéressant. On en discutait dernièrement. Par exemple, vous cherchez le mot-clé plombier sur Paris. C'est un mot-clé aujourd'hui qui est hyper cher sur la partie référencement payant, si j'achète ce mot-clé-là. Et pareil, sur positionnement référencement naturel, il est hyper compliqué de se placer. Ouais. Parce que ce mot-clé-là, pour le coup, il est... Mais il est hyper stratégique, et il y a beaucoup d'entreprises qui vont se positionner dessus. C'est exactement. Le mot-clé sur lequel vont chercher à se positionner tous les plombiers. Le trou, pour arriver à trouver ce bon mot-clé-là, il faut éviter d'être sur une petite niche aussi de marché en termes de mots-clés et ne pas se noyer sur ces mots-clés comme plombier à Paris, par exemple. Il faut trouver le juste milieu. Donc, nous, on essaye de trouver avec nos clients ce juste milieu. En passant soit par de la longue traîne aussi, qui peut être intéressant et qui présente vraiment un intérêt, pour le coup, de se rapprocher de son mot-clé. Il y a des logiciels aussi qui existent, qui sont connus, comme Yoda, comme SEMrush, Google Trends aussi également. Donc moi je conseille aujourd'hui d'aller sur ces types de logiciels qui vont déjà vous donner des indices, des indicateurs, ou de se rapprocher d'une agence spécialiste dans le référencement naturel ou le référencement payant, qui pourra vraiment vous mettre en place une stratégie de référencement pour trouver les bons mots-clés pour votre site e-commerce. C'est le plus important. On parlait de fiches produits tout à l'heure, c'est ce qui définit entre autres un site e-commerce. Est-ce que tu as quelques astuces pour bien rédiger sa fiche produit et qu'elle soit vraiment le plus impactante possible ? Alors une bonne fiche produit, c'est déjà penser utilisateur. Ensuite, penser du coup référencement et marketing. L'objectif sur penser utilisateur, c'est bien évidemment toute cette partie qu'on va retrouver sur le titre de votre produit, le titre de votre page fiche produit, la métadescription de votre produit, la description de cette fiche produit. On va avoir la photo qui va être importante, donc on a toujours la photo à gauche, le titre du produit, une petite description courte et cette description longue ensuite. D'y ajouter de la réassurance aussi, et ça peut être des informations sur le stock, est-ce que c'est en stock, pas en stock, dispo, pas dispo, est-ce que c'est possible de commander hors stock, des choses comme ça, d'avoir de la réassurance aussi sur de la garantie, comme si ce produit est garanti, pourquoi pas, il faut le mettre. L'objectif c'est d'informer le maximum pour réassurer le futur acheteur et le consommateur. C'est important aussi quand on peut le faire et que le produit le permet, d'y mettre de la vidéo. Alors, ça peut être de la vidéo éclatée pour des pièces par exemple détachées, ça peut être de la vidéo de présentation de produit, des conseils d'utilisation sur ce produit-là. Ce produit peut être complémentaire aussi avec un autre produit, donc on peut aller vers du cross-selling aussi, un petit peu de vente additionnelle. On peut rajouter aussi les avis clients. On le fait tous, on regarde que vaut le produit, qu'est-ce qu'on dit sur le produit, est-ce que l'entreprise livre ce produit dans les délais, si oui, tant mieux, peut-être je vais l'acheter. Donc l'avis client, aujourd'hui, il y a des solutions qui existent, que ce soit, alors je vais en citer deux, Avis Vérifié ou TrustyShop, ce sont des logiciels certifiés et indépendants, donc ça peut être intéressant d'accompagner du coup le client jusqu'à l'opération finale qui est finalement de cliquer sur le bouton d'acheter
Et puis on revient aussi sur cette partie optimiser la version mobile de votre fiche produit. Il faut toujours penser version donc, ordinateur, pour rester dans des mots clairs, et la version mobile. Ça peut paraître redondant, mais on n'a pas forcément aussi les mêmes attentes d'une version mobile et d'une version ordinateur, et pas non plus les mêmes cibles. Donc l'objectif, c'est vraiment, sur sa fiche produit, penser utilisateur, référencement naturel et marketing. En janvier 2018, l'article 88 de la loi de finances 2016 a apporté de lourds changements au monde du e-commerce. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit et comment avoir un site e-commerce en règle ? Oui, cet article 88 a fait un sacré boom dans le monde du e-commerce. C'est une loi anti-fraude à la TVA. Donc l'objectif, c'est d'avoir quelque chose d'inaltérable, de sécurisé, de pouvoir conserver et archiver ces données-là. Cette loi elle a été réfléchie sur les années 2015, votée en 2016 et mise en application en 2018. Donc au 1er janvier 2018, tout professionnel qui a un logiciel de caisse, donc que ce soit commerçant ou e-commerçant, doit être capable de fournir une attestation qui permet de certifier le logiciel de caisse et également son CMS. S'ils utilisent leur logiciel pour des particuliers, si, à contrario, ils ne font que de la vente pour des professionnels, ils ne sont pas soumis du coup à cette loi-là. Il faut savoir que si on n'est pas certifié article 88, l'amende elle est de 7 500 €. Dans les 30 premiers jours, on doit aussi fournir quelque chose qui dit du coup à l'État qu'on est en train de faire quelque chose. Mais si au bout de 60 jours on n'a rien fait, de retour on est capable de reprendre une amende. Alors la première année, ils nous ont laissé un petit peu tous tranquilles. Enfin en tout cas nous, notre logiciel il est auto-certifié. C'est-à-dire que l'éditeur de la solution a le droit également de auto-certifier sa solution. Voilà, donc faire attention vraiment que ce soit un logiciel de caisse, que ce soit un logiciel e-commerce, de regarder si vous avez un logiciel certifié qui répond aux différentes conditions imposées. Les contrôles ont été plutôt gentils pour l'instant, mais il y a de grandes chances qu'ils s'intensifient dans les prochains mois. Alors, les contrôles, la première année, ils ont été flexibles, on va dire, sur la conformité. En 2019, on a eu des premiers contrôles, donc on a eu des clients qui se sont fait contrôler. Sur la région Île-de-France, il y a eu des contrôles. Il y a à peu près une vingtaine d'agents en France qui sont là pour contrôler, certifier au niveau de ces conditions-là. On sait que demain, on a eu ce gros boom de e-commerce. On sait que demain, l'État, à un moment donné, va faire appliquer la loi. Et donc, réfléchissez déjà aujourd'hui si votre logiciel est bien certifié. Rapprochez-vous de votre agence ou de l'éditeur de la solution. Est-ce que tu as des conseils à donner pour amener plus de trafic sur un site e-commerce ? Pour amener plus de trafic sur un site e-commerce, déjà toutes les bonnes pratiques qu'on a parlé avant sur la partie produit, fiche produit, les facteurs de réussite, sont des choses clés aussi pour amener plus de trafic. Le ratio sur un site e-commerce, on va parler des 30-30. 30% doit venir d'un référencement naturel, 30% sur la partie plutôt référencement payant, si l'entreprise le fait, une partie aussi sur les réseaux sociaux, et toute la communauté qui va parler de vous et de partager du coup votre site, vos produits, et puis bouche à oreille aussi, parce qu'aujourd'hui, si on a des réunions de famille, tiens, j'ai acheté ça, tu l'as acheté où, bah là, etc., tiens, je te montre ou je te l'envoie. Ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas quantifier, c'est de la recommandation finalement. Une fois qu'on a ça, aussi d'appliquer des bonnes pratiques au niveau SEO, c'est hyper important, de pouvoir avoir du contenu régulier sur son site. Si on est dans l'alimentaire, ça peut être des idées de recettes. Si on est dans le bâtiment, ça peut être des idées d'application de telle ou telle chose. Il faut toujours animer son site, parce que plus on a un site animé, plus déjà Google revient vers vous, plus vous avez de trafic, et mieux vous êtes référencé. Donc c'est un petit peu un cercle vertueux. On sait que dès qu'on fait une action dans le naturel, on met au minimum 3 mois, voire 6 mois à avoir des effets. Donc il faut être patient aussi. On met un site en ligne aujourd'hui, on ne va pas générer X pourcentage de vente dans les premiers mois. Donc il faut être patient, avoir une bonne stratégie, être accompagné là-dessus. Vous avez toute la partie aussi influenceur qui va être intéressant, les réseaux sociaux, la partie Google Shopping et les marketplaces qui peuvent aussi par défaut vous faire amener du trafic. Effectivement, on va en parler tout à l'heure. Donc tout ça, ça t'amène du trafic sur le site, ça t'optimise aussi forcément tes ventes. Est-ce que sur cette partie optimisation des ventes, tu as d'autres conseils en plus à donner ? Pour optimiser ses ventes, c'est comme tout, il faut optimiser ses achats. On reste une entreprise, on achète des matériaux, on achète des produits, on revend des produits. On est créateur, on vend notre produit fini. Sur la partie par exemple livraison, pour optimiser mes ventes, il faut optimiser mes frais de livraison. Aujourd'hui, les gens sont habitués à avoir du frais de port offert. Donc pour pouvoir faire du frais de port offert,
il faut aussi négocier ses frais de livraison. Donc ça va être un point d'entrée. Avoir un tunnel d'achat simplifié, essayer d'avoir des certifications d'avis, on en parlait tout à l'heure, pour rassurer, et l'objectif toujours c'est d'optimiser ses ventes là-dessus, et avoir un système de fidélisation aussi de clients, de proposer peut-être, alors ça peut être des ventes privées, des choses comme ça sur la partie de site, on donne des codes mots de passe, un petit peu comme on a dans du magasin physique. On colle vraiment à ce qu'on fait aujourd'hui sur du magasin physique, il suffit simplement de dupliquer les bonnes recettes. Si vous démarrez dans la partie du e-commerce, je vous invite à regarder déjà ce que font vos concurrents pour vous positionner, c'est important pour optimiser ses ventes. Peut-être qu'il y a des algorithmes qui permettent de se calquer de temps en temps sur les prix de ses confrères, mais n'allez pas faire des remises importantes si vous n'êtes pas en capacité de le faire. Ouais. Voilà. Après, La période de Noël 2020 a connu une hausse de 23% par rapport à Noël 2019. Comment on se démarque de ses concurrents à l'approche de Noël sur son site e-commerce ? Qu'est-ce qu'on peut faire de spécifique pour cette période ? L'objectif pour se démarquer déjà, c'est de travailler Noël, c'est-à-dire dans 2-3 mois. C'est-à-dire cet été, vous devez déjà être en train de travailler Noël. Sur votre produit, sur votre stratégie de mise en place. Alors ça peut être la stratégie éditoriale, sur des articles, sur ce que vous allez faire, votre placement de produit, si vous faites des promotions. C'est déjà un moment où on peut se démarquer de ses concurrents parce qu'on est préparé. Et de se préparer, ça peut être déjà commencer à faire des bannières, commencer à faire son diaporama sur sa page d'accueil, commencer à réfléchir sur sa rubrique de Noël, mettre des couleurs qui vont être liées à Noël déjà pour donner une ambiance festive et sur son site e-commerce. Proposer vraiment un service sur lequel vos futurs clients peuvent s'appuyer. Se démarquer peut-être par des délais de retour un peu plus allongés, parce que ça va être important aussi. Donc toutes ces petites choses-là, on le fait pour l'été, septembre, et on sait que Noël, sur la partie e-commerce, on démarre plus ou moins après les vacances de la Toussaint. On va changer un peu de thématique. On voulait te montrer une petite vidéo et on va en rediscuter après. Signaler tous les actes dont vous avez été les victimes, signaler toutes les arnaques, parce que nous sommes totalement décidés, ici au ministère de l'Économie et des Finances, à mettre fin à ces pratiques abusives. Le dropshipping, c'est le fait de vendre un produit que vous ne possédez pas. C'est le fournisseur qui apporte le produit au client. Non, le dropshipping n'est pas illégal. Vous avez le droit de vendre sur une plateforme des produits que vous ne possédez pas. En revanche, ce qui est parfaitement illégal et ce qui est un fléau que nous voulons combattre, c'est de vendre des produits qui ne correspondent pas à la publicité que vous en avez faite. Ça s'appelle de la publicité mensongère et de la vente mensongère. Nous avons mis en place, pour lutter contre ces pratiques, un site internet signal.conso.gouv.fr sur lequel vous pouvez signaler tous les actes dont vous avez été les victimes. Si vous avez été victime d'une arnaque, si à cause d'une recommandation d'un vendeur sur un site, on vous a vendu un bijou en or et en fait c'est du toc, on vous a vendu des AirPods et puis ils ne marchent pas, plaignez-vous. Et nous estimons que les influenceurs ont évidemment une responsabilité particulière parce que c'est eux qui vont orienter l'acte d'achat et la consommation vers tel ou tel produit. Et je voudrais vraiment faire appel à tous les influenceurs qui ont un impact considérable sur la décision d'achat des jeunes. Prenez vos responsabilités, faites attention à ce que vous recommandez, faites attention à vos promos flash. Il faut que tout ça corresponde à la réalité du produit. Bon, le dropshipping, c'est un sujet qui se développe énormément. Il y a pas mal d'arnaques ou de pratiques trompeuses. On voulait avoir ton avis, toi, sur le dropshipping et sur ce que tu pensais de cette initiative de l'État et de cette manière de communiquer de Bruno Le Maire sur le dropshipping. Mais l'État a raison de mettre en garde sur certains sites e-commerce ou certains produits en fait qui sont des malfaçons ou des copies. Il y a plusieurs dropshippers et plusieurs systèmes de dropshipping. Aujourd'hui, il existe des plateformes de dropshipping comme Dropeasy, qui est une solution française, Bidropy aussi, qui sont des solutions plutôt européennes avec des marchés européens. Alors on le rappelle, le dropshipping, c'est pas une pratique qui est illégale, c'est juste non, c'est pas... certaines méthodes de vente qui sont limites. Ouais, non, c'est vrai que sur le dropshipping, alors à l'agence, pour parler de l'expérience que j'ai là-dessus, on a des clients qui font du dropshipping. Ensuite, ces clients-là achètent ces produits en France, enfin via un fournisseur, mais c'est le fournisseur effectivement qui livre le client final, donc c'est le principe du dropshipping, je ne l'ai pas en stock, mais je le vends sur mon site, et c'est mon fournisseur qui livre directement le client final. Ça c'est la base. Maintenant, on a effectivement des clients qui ont entre 50 et 60% de leur catalogue produit qui sont en dropshipping. Ça marche très bien,
Ensuite, on a cette partie-là où on a des sites avec des dropshippers qui achètent des produits à bas coût dans différents pays, pour ne pas les citer. Et le client final se retrouve avec un produit, alors déjà en général on a entre 6 et 8 semaines de livraison, et puis on se retrouve avec un produit de mauvaise qualité et qu'on a acheté parce qu'on avait une offre promo. Alors même que l'offre promotionnelle avait de belles marges par rapport au coût réel du produit. Oui. Et que la promotion n'était pas réelle, puisque pour mettre un article en promotion, il faut qu'il soit resté un certain temps à un prix affiché au préalable. C'est ça. L'avis sur le dropshipping, quand c'est bien fait et que faut être transparent dans une certaine mesure, je pense. Après, sur les dropshippers qui font ces utilisations, je reçois des coups de fil de demande, voilà, je vais créer un site, je vais acheter, alors je vais citer quelques noms, AliExpress, Alibaba, je vais revendre à mes clients finaux, voilà, pour marger, ils font des marges exceptionnelles, et ils vendent un produit que eux-mêmes n'ont pas touché, et de temps en temps, le client final ne reçoit pas le produit. Je défausse pas sur la personne qui va créer le site parce qu'elle pense qu'elle achète un bon produit, ça peut arriver. Après, il y a sûrement des personnes malveillantes qui savent que de toute façon, ils sont là pour développer des ventes, faire du chiffre d'affaires, fermer le site, et voilà. Donc c'est vrai que l'État qui se positionne, mais l'État se positionne depuis un certain temps sur le numérique. Ils ont un secrétaire d'État chargé au numérique qui, depuis quelques années, essaye de mettre en place des choses sur la partie e-commerce, développement des ventes. Bon, on a vu sur la partie Covid, l'année dernière, des aides, notamment pour des commerçants. Mais sur le dropshipping, voilà, on n'est qu'au début, parce que on a aussi des influenceurs, des vidéos YouTube, comment créer son site dropshipper et devenir millionnaire du jour au lendemain. Je suis désolé, mais c'est un vrai travail. On doit travailler son site, on doit travailler ses photos, on doit travailler ses références. D'autant plus que sur certaines plateformes, on va proposer les mêmes produits que mon voisin. Je vends... je sais pas, une coque d'iPhone, admettons, si on prend ce type de produit assez standard, on va l'acheter 1 €, admettons, je vais la revendre 5, mon voisin va faire exactement la même chose, revendre 5, etc. Donc pour être devant lui, faut mettre de l'argent sur la table. Faut avoir des influenceurs, faut mettre de l'argent sur les réseaux, faut mettre de l'argent dans Google AdWords, etc., etc. Et au final, ma marge, elle va être très réduite. Donc oui, en fait, les seuls qui deviennent millionnaires là-dessus, c'est ceux qui font les bouquins ou les vidéos YouTube, comment devenir millionnaire en faisant du dropshipping. Bon, en tout cas, je sais pas, peut-être qu'ils partagent leur savoir-faire et leur expertise, mais voilà, faire attention, le dropshipping, se positionner, se faire accompagner par des agences qui sont spécialisées dans ça, parce qu'il existe. Nous, on en fait, à moindre mesure, mais on en fait, on est capable d'accompagner nos clients là-dessus. Il y a un site aujourd'hui qui est fait par l'État. Allez voir justement aussi sur ce site-là, il y a peut-être des sites qui sont déjà signalés. On avait sur les réseaux des entreprises, au-delà du dropshipping, qui dénoncent en fait cette façon de vendre sur Internet en faisant croire que c'est du made in France, que c'est des choses locales. Ça aussi, indéniablement, ce sont des arnaques. Parce qu'on achète un produit qui finalement n'a pas été fait en France. Et le Made in France aussi est un vrai sujet, parce qu'il y a Made in France, fabriqué en France, assemblé en France. Donc il y a plusieurs labels qui existent, mais c'est un sujet vaste. Mon avis, pour conclure sur le dropshipping, c'est faites-vous accompagner, regardez, et surtout informez-vous sur le fournisseur. Avec le dropshipping, on parlait d'influenceurs, et justement, quel est ton avis sur le marketing d'influence pour accompagner les sites e-commerce et booster leurs ventes ? Je dirais que c'est une opportunité de business. Honnêtement, c'est un marché aujourd'hui qui est en pleine évolution. On remarque que 80% des consommateurs ont effectué un achat recommandé par un influenceur, ce qui est déjà énorme. Et souvent avec un code promo à la clé. Voilà, après, il y a des placements de produits avec justement ce code promo. Au niveau influenceur, pourquoi il y a ces codes promo ? Ça permet de quantifier du coup le retour de tel ou tel influenceur. Est-ce que cet influenceur du coup, lui a une vraie action sur le développement de nos ventes ? Ça, c'est une chose. Après, on a aussi le système d'affiliation, on va pouvoir donner des liens. Voilà, allez sur ce site-là, etc. Cliquez sur le lien et sur le site. Et du coup, par ce lien-là, on a une affiliation, c'est une adresse créée, personnalisée par rapport à l'influenceur. Donc on a plusieurs méthodes pour quantifier aussi le retour sur ces influenceurs. Ce qu'il faut savoir, c'est surtout trouver l'influenceur qui correspond à vos cibles et à vos produits. On ne va pas trouver quelqu'un qui parle de jeux vidéo pour essayer d'aller vendre du cosmétique. On n'aura pas la cible. Il y a aussi des agences qui le font. Si vous ne souhaitez pas ou si vous êtes un peu perdu, alors il y a Linky Influence ou Call Square, mais
Voilà, c'est du test and learn tous les jours. On va positionner un produit, on va voir que ça marche pas. On va réessayer avec un autre influenceur, et pourtant c'est peut-être les mêmes cibles, et ça va marcher. De toute façon, il faut toujours tester, toujours apprendre, avancer dans ce sens. Le marketing d'influence ou le marketing d'affiliation sont deux choses plus ou moins similaires, mais pour moi ça reste une opportunité pour développer ses ventes. Quel est l'avantage d'un site e-commerce par rapport à une marketplace pour un commerçant ou une entreprise? Ou alors, est-ce que ça peut être intéressant de combiner les deux, c'est-à-dire d'avoir un site e-commerce pour vendre ses produits et de les vendre aussi en parallèle sur une marketplace type Amazon? Je dirais combiner les deux, oui, pour bénéficier d'une part la notoriété de cette marketplace, même si petit à petit on voit que Amazon notamment ou d'autres marketplaces essayent de supprimer le nom de l'entreprise. Cependant, sur Google Shopping, on sait sur quel site on peut aller acheter, ou on essaye de... Donc il reste encore des possibilités sur la partie notoriété et développer ses ventes des produits, du moins à marge, parce qu'on ne va pas aller sur des marketplaces avec une faible marge de produits. Sur le site e-commerce, l'avantage qu'on a, c'est qu'on maîtrise de A à Z, du coup, son coût d'achat, son coût de vente. C'est ça, parce que sur les marketplaces, leur but, c'est d'être moins cher que la marketplace voisine pour vendre davantage, et donc du coup, ils ont tendance à faire baisser leur prix au maximum aux producteurs ou aux commerçants. C'est ça. L'objectif, là, si on prend Amazon, Cdiscount, ManoMano, il y en a pléthore, je dirais, dans le paysage, parce qu'on a aussi des marketplaces qui sont aujourd'hui spécialisés dans l'alimentaire, sur des produits locaux. Voilà, donc je pense que si vous avez un projet de site e-commerce, vous aurez forcément une marketplace qui va correspondre à votre besoin. Il y a aussi l'image de l'entreprise. Mettre ses produits sur Amazon, pour certains, ça peut être dégradant, qui ne conçoivent pas et ne sont pas avec les valeurs d'Amazon. Alors il y a une marketplace française qui est Cdiscount, qui est une des premières marketplaces qui existent. Ça, c'est possible aussi de pouvoir allouer ses valeurs aussi sur les places de marché. Amazon, on a des exemples. Aujourd'hui, pour certains de nos clients, si Amazon n'existait pas, c'est 60-70% de son chiffre d'affaires en moins. Ouais. Pour un commerçant qui a survécu grâce à Amazon pendant la crise. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, ça pèse des milliards d'euros et qu'ils ont un système. Mais ça marche, c'est intuitif, c'est simple, c'est efficace. Si je regarde de mon point de vue expert dans le monde du e-commerce, je dirais que Amazon aujourd'hui c'est efficace et que ça marche. Alors, il faut bien sûr combiner les deux, qui permet du coup de développer ses ventes et d'augmenter sa notoriété. Après, il faut y aller étape par étape aussi. On peut démarrer par de la marketplace et après faire son propre site, parce que si on vend ses produits, il y a un intérêt, il y a de l'attente du côté consommateur. Pourquoi pas après se lancer dans la partie e-commerce et avoir son propre site. Effectivement, ça peut être une façon de tester le marché avant de se lancer véritablement avec son propre e-commerce. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux se mettent aussi à faire de la vente en ligne, comme par exemple les boutiques Facebook. Qu'est-ce que tu penses des boutiques sur les réseaux sociaux et est-ce que tu le conseilles à tes clients ? Oui, d'une part, je les conseille. D'autre part, c'est un marché qui est en pleine évolution. On parlait de dropshipping, d'influenceurs. C'est là qu'on les retrouve, les influenceurs aussi, sur les réseaux. C'est là qu'ils vont développer aussi vos ventes. L'entreprise de se mettre sur les réseaux, ça va être hyper important. D'ailleurs, je me faisais la réflexion, si on regarde à l'inverse, il y a quelques années, à l'époque, on créait son magasin physique. Ensuite, on faisait son site e-commerce et peut-être j'avais le temps d'aller sur les réseaux sociaux. Ouais. Aujourd'hui, on a des entreprises on se met sur les réseaux, on se crée une communauté. Alors, je parlais de la marque sur Paris, Respire, qui est une grosse communauté qui a démarré un petit peu comme ça. Respire qui vend des déodorants. Oui, c'est bien ça. Des déodorants. Il y a plein de marques aujourd'hui qui sont créées par leur communauté, avec leurs avis, et qui sont montées comme ça sur du business. Et ensuite, ils ont dit, si vous êtes intéressé, on va peut-être créer un site. Donc, ils ont créé un site. Et ensuite, ils se sont mis sur des vrais locaux. Et là, on fait de la distribution auprès de magasins, donc la grande distribution, etc., etc. Donc on voit l'évolution, finalement, petit à petit, on revient à la source. Mais tout s'est inversé. Exactement, on est vraiment sur un système inverse. Mais oui, il faut être sur les réseaux sociaux. Le marché est en plein boom et en pleine évolution. On parlait d'influenceurs, que ce soit Instagram, Facebook, même Snapchat, où on peut mettre ses liens de sites aussi sur Snap, parce qu'il y a certaines entreprises qui y sont présentes. Il y a beaucoup d'entreprises aussi qui commencent à se mettre sur TikTok. Donc c'est des réseaux vraiment où, on sait que sur TikTok, on n'est plus sur une moyenne d'âge de moins de 20 ans. Et d'ailleurs, j'y suis sur TikTok pour pouvoir analyser aussi le marché, parce que pour conseiller, il faut utiliser. Et que ce soit sur Facebook avec leur marketplace pour les particuliers, les boutiques en ligne pour les professionnels, où on peut acheter directement sur Facebook ou mettre le lien pour acheter sur son site e-commerce.
Il est vrai que ça permet aussi de développer les ventes. On parlait d'optimiser et d'avoir ramené du trafic. Justement, ça fait partie de cette optimisation-là pour pouvoir ramener du trafic sur son site. Donc c'est vraiment important. On a bien dégrossi le thème du e-commerce avec toi. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. S'il y avait un conseil que les auditeurs devaient retenir pour avoir un site e-commerce qui marche, qu'est-ce que ce serait dans tout ce que tu as dit jusqu'à présent ? Le conseil ou quelques petits conseils à retenir, si on est débutant et qu'on ne sait pas où on va, c'est de se faire accompagner. Aujourd'hui, nous on a une baseline à l'agence, c'est qu'un projet e-commerce, ça ne s'improvise pas. On ne devient pas e-commerçant du jour au lendemain. Il y a des processus, il y a des étapes, mais c'est surtout déjà d'avoir une pensée utilisateur, je dirais dans sa conception, dans la navigation, ça va être primordial pour finalement développer ses ventes, qui reste quand même l'objectif final pour les entreprises. On est bien d'accord. C'est de faire du chiffre d'affaires. On va passer aux questions plein phare. Alors la première, quel est ton endroit préféré en Bretagne ? L'Esconil, parce que je suis originaire du Pays Bigoudin et que j'y passe souvent. Et c'est un endroit qui me touche beaucoup, donc l'Esconil. Et puis depuis que je suis brestois depuis quelques années maintenant, je dirais du côté de Landéda, aussi le pays des Abers qui est juste magnifique. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Alors, être breton, pour moi, bon, bien évidemment, c'est quelqu'un de fier, d'authentique, c'est quelque chose de sûr. Mais pour ma part, je suis baigné dedans depuis tout petit. J'ai des parents qui font partie d'un bayad. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bayad, ce sont du coup des musiciens avec une cornemuse, de la batterie et de la bombarde. Et ça depuis tout petit, où j'ai traversé les festivals en long et en large partout en Bretagne, et jusqu'en Écosse aussi, parce qu'on a ce côté culturel celte. Donc cette culture-là, et puis de par ce biais, je suis tombé aussi dans une association qui s'appelle Gweilou Braise, et on s'occupe d'accompagner les festivals sur les réseaux, sur la communication. Donc ça, c'est ce que je fais au quotidien, mais eux, c'est surtout de mettre en avant du coup la culture bretonne et musicale. Et quelle est l'entreprise à suivre en Bretagne ? Alors en Bretagne, je vais citer Tout Feu Tout Frais, qui est une entreprise familiale à Plabennec. Donc c'est frères et sœurs, donc Gauthier, Romain et Laure, la famille Jézéquel, qui est une fabrication artisanale. Ils sont présents aussi en grande distribution, ils font de la vente particulière et professionnelle. Donc nous, on les accompagne sur cette partie-là, sur la partie e-commerce. Donc l'objectif, c'est de les accompagner sur la refonte. Aujourd'hui, on sait ce qu'on a fait avec eux. Et on a une deuxième entreprise aussi, Omaté, c'est une jeune entreprise qui a créé son site aussi e-commerce. Alors pas avec nous, mais c'est pas pour autant que c'est pas à suivre. Et c'est une entreprise du coup aussi familiale, et puis ils ont été lauréats du réseau Entreprendre Bretagne. Donc c'est intéressant, c'est Omaté. Et puis on remettra les sites de ces deux entreprises dans les notes du podcast. Merci beaucoup Dimitri de nous avoir fait partager tes connaissances et ton expertise sur les sites e-commerce. Pour ceux qui souhaitent continuer l'entretien avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux sociaux notamment ? Alors sur LinkedIn, donc Dimitri Bouanec, et puis après par mail aussi s'ils souhaitent échanger ou sur un projet ou une analyse sur leur projet e-commerce. Est-ce que tu peux nous rappeler l'adresse du site de l'agence e-commerce et ses réseaux sociaux ? Alors www.l'agence-e-commerce.com. Et c'est l'agence e-commerce, vous trouverez sur les réseaux. On est présent sur Facebook et LinkedIn. Super, merci beaucoup. Merci Dimitri. Merci à vous. Un grand merci à Dimitri Bouanec de nous avoir partagé ses connaissances sur le thème du e-commerce. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Dimitri, vous pouvez retrouver les liens du site de l'agence e-commerce et de ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt.